Bonjour Esther Duflo. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Vous avez signé une tribune dans Le Monde, quotidien français, le week-end dernier avec Abhijit Banerjee, également prix Nobel d'économie, et vous plaidez avec lui pour un reconfinement du 1er au 20 décembre en France pour sauver, dites-vous, Noël. Alors vous avez surpris beaucoup de monde, disons-le, il y a même une vive polémique depuis. Pourquoi cette proposition au juste ? Donc notre idée, c'était un petit peu de provoquer justement le débat pour, plutôt que plaider pour le reconfinement, c'est plutôt dire si confinement il doit y avoir, il vaut mieux l'anticiper, il vaut mieux qu'il ne soit pas une réaction à une situation de panique qui risquerait d'y avoir après Noël si on n'anticipait pas un petit peu les choses. Alors c'est vrai que le précédent confinement avait été annoncé, on va dire, un jour avant, 2, 3 jours avant. Vous dites que prévoir à l'avance une réduction de l'activité, ça serait beaucoup moins difficile à la fois psychologiquement mais aussi économiquement ? Oui, parce que du coup, ça nous donne la marge de manœuvre pour l'organiser de manière à ce qu'il soit moins pénible. En particulier, il pourrait être organisé de manière à préserver une certaine marge de manœuvre économique. On emploie le terme confinement parce que c'est le terme qui est utilisé pour ça, mais on n'envisage pas du tout un confinement qui ressemblerait à celui du printemps dernier. Il pourrait y avoir, en particulier, on pourrait autoriser tous les magasins qui ne font pas partie d'une chaîne, donc qui n'ont pas la capacité de s'assurer contre un choc de cette taille, de rester ouverts dans certaines conditions qui limiteraient leur activité, mais qui leur permettraient de continuer à travailler. On pourrait aussi anticiper les achats de Noël pendant le mois de novembre, si on savait que la période de décembre, on devrait limiter au maximum les interactions sociales. Ouais. Et surtout, ça nous permettrait de nous préparer pour réparer la catastrophe que sont les tests aujourd'hui. Mais est-ce que c'est un sentiment qui vous anime ou est-ce que c'est étayé? Est-ce que vous êtes basé, vous avez travaillé sur la question, vous qui êtes prix Nobel d'économie? Abhijit Banerjee est le chef, le directeur de la commission Covid au Bengale occidental. Donc il a l'occasion de réfléchir sur ces questions de manière très détaillée. Mais effectivement, on n'a pas réalisé une étude spécifiquement. On ne peut pas dire que ce soit un sentiment, mais ce qui est important, c'est de prendre un tout petit peu d'avance sur le virus et d'essayer d'envisager les mesures économiques et les mesures de santé de manière beaucoup plus sereine que ce qui est fait aujourd'hui. On est dans la réaction permanente où d'un moment à un autre, les gens ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Aujourd'hui, le matin, on se demande si les bars et les restaurants de Paris vont être fermés. Les restaurateurs n'arrivent pas à savoir s'ils doivent faire des commandes ou pas. Enfin, on a besoin d'anticiper un petit peu. Et on pourrait le faire beaucoup mieux si on avait une meilleure visibilité sur l'épidémie, en particulier si on avait des tests sur une population donnée, et on pouvait voir vraiment quel est le nombre, quelle est la fraction réelle de gens qui sont malades sur la population, pas sur les gens qui se font tester. Mais, donc ça, ce serait une bonne chose à organiser. Pour ça, on a besoin d'un petit peu de temps. Mais même avec les nombres imparfaits qu'on a aujourd'hui, on peut quand même se faire une idée de comment progresse l'économie et donc qu'est-ce qui va se produire dans un mois ou dans 2 mois. Vous dites en gros que le gouvernement français tâtonne un peu. Globalement, comment jugez-vous sa gestion de cette crise? Les gouvernements, tous les gouvernements, et le gouvernement français en particulier, ont fait face au printemps à une situation qui était complètement inédite. Et donc tout le monde tâtonnait. Et je pense qu'on peut se féliciter dans une large mesure que ces gouvernements européens s'en soient plutôt très bien sortis dans la gestion de la crise en comparaison par exemple avec les États-Unis. À la fois du point de vue sanitaire où la catastrophe a été largement évitée et aussi d'un point de vue économique où il a quand même été possible d'intervenir très rapidement pour aider les gens qui faisaient face au chômage partiel, enfin, et de les mettre justement en chômage partiel plutôt qu'en chômage, ce qui a permis aux gens d'être protégés à la fois financièrement puis aussi psychologiquement. Mais ça c'était il y a 6 mois et on a quand même eu 6 mois pour mettre en place un certain nombre de choses qui n'ont pas été complètement mises en place. Que ce soit en particulier, je pense, la grosse déficience, et ça tout le monde, enfin, il n'y a rien d'original à dire, est dans les tests. Il y a 2 problèmes avec les tests. Un, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment disponibles.
Et l'autre, c'est qu'il n'y a pas eu un test d'une cohorte régulière qui nous permette de vraiment avoir une jauge sur la fraction de gens choisis au hasard dans les rues, dans toute la France, qui sont vraiment malades. On a besoin de ça pour faire des décisions raisonnées. Parce qu'aujourd'hui, on voit les cas qui augmentent, mais on ne sait pas si c'est parce qu'on teste beaucoup plus de gens ou si c'est parce qu'il y a beaucoup plus de gens malades. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui se passe, mais se dire il y a quelque chose qui se passe, c'est quand même pas tellement suffisant pour prendre des décisions sereines. Oui. Pour revenir au confinement, dans certains pays du monde, c'est clairement avéré. Ceux qui en pâtissent le plus, ce sont les plus fragiles. Une paupérisation, est-ce que c'est un paramètre que vous avez pris en compte avant de lancer cette idée de confiner 3 semaines du 1er au 20 décembre? Ceux qui sont les plus... D'une part, je ne pense pas qu'il y ait un choix forcément. Enfin, j'aimerais vraiment avoir tort sur ce sujet, et c'est tout à fait possible que j'ai tort sur ce sujet, mais je ne suis pas complètement convaincue qu'il y ait un choix entre confiner et pas confiner. Dans le sens où, si jamais on se rendait compte vers la mi-novembre ou début novembre qu'en fait, on a un plateau sur le nombre de cas, sur les hospitalisations, etc., dans ce cas-là, il n'y aurait aucune raison de faire le confinement en décembre. Inversement, si on se retrouve après Noël dans une situation où il y a une explosion du nombre de cas sévères et donc que les hôpitaux sont soit complètement saturés, alors il y aura un confinement à ce moment-là. Oui. Et donc c'est absolument vrai que à la fois l'épidémie elle-même touche les plus fragiles, touche le plus les plus fragiles et les plus vulnérables économiquement et en termes de santé. Aux États-Unis, par exemple, la chance de mourir du Covid pour une personne noire américaine est 3 fois plus grande que pour une personne blanche. Et les coûts économiques sont beaucoup plus grands pour les gens les plus fragiles qui ne peuvent pas passer au télétravail, etc. C'est pour ça c'est pour ça qu'il faut se donner un petit peu de temps, que si on fait un grand confinement, si on dit non, on ne va pas confiner, et puis que finalement on confine demain, ça nous donne beaucoup moins de possibilités de faire ça de manière sereine et de faire ça et de réfléchir justement à comment organiser un confinement s'il devenait nécessaire, de manière à ce qu'il touche moins les plus fragiles. Oui. Que répondez-vous à celles et ceux qui disent, après tout Esther Duflo, c'est une brillante économiste, elle a le prix Nobel, mais elle n'est pas épidémiologiste. Est-ce que vous diriez que les disciplines en fait se complètent, s'entrechoquent au fond pour mieux avancer? S'entrechoquent, je ne sais pas, se complètent, c'est clair. Là, pour l'instant, il ne faut pas être grand clair pour voir, c'est vrai qu'on est tous devenus épidémiologistes de salon et j'aimerais éviter de tomber dans ce travers. Mais si jamais on prenait cette idée au sérieux, il faudrait que les épidémiologistes, les personnes qui travaillent dans les hôpitaux et qui donc comprennent la saturation, et les médecins réfléchissent justement à quels indicateurs on regarde pour décider qu'effectivement il faut mettre en place un confinement. Ce ne serait pas moi qui prendrais cette décision. Mais en tant qu'économiste, je peux réfléchir, et même en tant que citoyen, je peux réfléchir aux conséquences justement économiques, aux conséquences économiques d'un confinement en panique. Justement, parfois on entend dire que la crise économique, ça c'est plutôt les tenants, enfin on pourrait les appeler les anti-confinements, qui disaient ça il y a quelques mois. Attention, la crise économique et ses conséquences, ça peut faire plus de morts que la pandémie elle-même. Est-ce que ça vous paraît crédible comme raisonnement? C'est sûrement, ça a été vrai par exemple dans les pays les plus pauvres du monde, ça a été vrai. C'est-à-dire il y a eu un confinement par exemple très 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 rapide et très 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 soudain en Inde. Alors qu'il n'y avait aucun cas, essentiellement à ce moment-là, très 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 peu de cas. Donc à ce moment-là, le Covid ne tuait personne. Le confinement lui-même et la panique qui a eu lieu autour de ce confinement a fait plus de victimes que le Covid au départ. Entre-temps, le Covid, après, en plus, l'Inde montre justement le danger qu'il y a de ne pas planifier un petit peu, de ne pas se mettre un petit peu en avant sur le virus, puisqu'ils se sont dit, on va confiner maintenant,
parce que, je sais pas quoi, c'est la chose à faire. Et en fait, ils ont réouvert juste au moment où le nombre de cas augmentait. Donc il faut quand même se mettre un peu, quand même se mettre un petit peu en phase avec le virus. Mais une des catastrophes justement d'un confinement en panique, c'est que tous les gens qui étaient partis de chez eux pour travailler dans les villes ont perdu à la fois leur emploi, leur logement, parce que souvent ils habitaient, par exemple, dans les chantiers de construction ou dans les restaurants où ils travaillaient, et leur accès à toute protection sociale, parce que pour ça, il fallait qu'ils puissent rentrer chez eux. Et du coup, ils se sont mis à rentrer chez eux en masse, ce qui d'une part a été très meurtrier en tant que tel, et d'autre part aurait pu en fait conduire à une diffusion du virus. Ça ne s'est pas produit, comme il se trouvait qu'il y avait peu de virus à ce moment-là. Juste une question sur votre livre Économie utile pour des temps difficiles, le titre prémonitoire, puisque vous aviez bouclé votre livre au mois de novembre 2019, avant l'apparition de cette pandémie. Vous parlez de keynésianisme intelligent. Si je résume un peu, ce sont des jobs, dites-vous, qui ne sont jamais viables économiquement, mais qui sont utiles. Quelques exemples ? Quelques exemples, le soin à la petite enfance, qui peut être des jobs qui sont à la fois épanouissants, sur lesquels les gens peuvent être formés et bien payés, et qui, on le sait, ont des effets pour les enfants qui sont mieux encadrés quand ils sont petits, ont des effets positifs toute leur vie. Les soins aux personnes âgées chez elles, on a vu la catastrophe qui étaient les EHPAD pendant l'épidémie, ce qui devrait nous mettre encore plus l'accent sur l'importance de pouvoir permettre aux gens de rester chez eux, qui demandent énormément de personnel formé, donc qui demande un effort financier qui viendra forcément du gouvernement, parce que personne ne peut payer pour ça. Oui. Dernière question, vous êtes rentré au mois de juillet des États-Unis, c'est là-bas que vous avez obtenu votre prix Nobel d'économie. Donc en France, il y avait deux sentiments, il y avait la fierté, mais en même temps, certains ont dit oui, mais en même temps, Esther Duflo, elle aurait dû être ici, alors même si vous avez été formée bien entendu dans cette prestigieuse école ici. Vous allez faire quoi à l'avenir, repartir aux États-Unis, rester en France, ou c'est l'incertitude comme tout le monde ? C'est l'incertitude comme tout le monde. Merci beaucoup Esther Duflo d'avoir répondu à nos questions sur TV5. Merci.